passer tout de suite aux questions dans la salle, s'il y en a. Bonjour, on parlait tout à l'heure avec Marion Wesley de la question des commentaires. En fait, moi j'étais surprise de l'extérieur de ne pas voir de commentaires, enfin de trolls, en fait, sur aucun site. Et alors Marion m'expliquait qu'en fait, la plupart du temps, vous recevez les commentaires et c'est vous, les auteurs de blog, qui décident oui ou non de les valider. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne les voit pas. Donc j'aurais une question un peu pour vous tous, parce que c'est quand même quelque chose qui m'intrigue. C'est est-ce que vous en recevez beaucoup des commentaires insultants, de trolls, ou est-ce que ça n'existe pas du tout sur Hypothèse, ce qui me rendrait perplexe, et surtout comment vous y réagissez, c'est-à-dire est-ce que vous les publiez systématiquement ou pas? Oui, je vais répondre parce que là j'ai un cas tout à fait concret en tête. Dimitri Casali, je pense que plus ou moins pas mal de gens connaissent ici. En fait, j'ai publié enfin de manière très ironique, quand Harry Hurricane m'avait offert le livre qu'il avait publié sur le fait qu'on devient de plus en plus bête ou idiot, je ne sais plus exactement le titre exact du livre. À la fin de ma soutenance, il m'avait offert le livre, voilà, une petite blague évidemment. Et j'avais lu le livre, j'avais fait un compte rendu, mais enfin pas véritablement un compte rendu, qui était quand même très très libre dans le ton, très très libre dans les images, les commentaires, etc. Donc voilà, on était un peu, c'est vrai que objectivement c'est un petit peu à la limite au niveau du ton, mais au niveau des arguments émis, voilà, il y avait quand même deux trois choses que j'essaie de souligner en disant qu'il y avait quand même de grosses limites à la thèse avancée. Et puis là, ça s'est emballé. Sur parenthèse, en fait, on avait dit qu'on ne voulait pas faire le contrôle avant la publication des commentaires. Donc les commentaires, une fois qu'ils sont publiés, ils sont publiés. Enfin, on pourrait toujours les supprimer, mais bon, alors là, il y a un petit côté censure aussi, d'une certaine façon. Donc là, il y a eu un commentaire, deux, trois, il y en a eu un très très virulent, et en fait, même à un certain moment, par exemple, Quentin se demandait pas si c'était même pas Dimitri Casali lui-même qui avait fait le commentaire, parce qu'il y avait vraiment une attaque à dominem très 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 claire, très très même très trash en fait, dans la façon de nous critiquer, qu'on servait à rien, etc., qu'on était encore des universitaires, tour d'ivoire, enfin tout le Saint-Tremblement. Voilà, là c'est un exemple parce que c'est aussi, je crois, des personnes qui ont une sorte peut-être de communauté autour d'eux ou qui sont un petit peu attentifs à ce qu'on dit d'eux et qui dès lors, eh bien, il y a une présence ou en tout cas il n'y a pas la peur d'intervenir et d'avoir un langage très très cru, voire insultant vis-à-vis d'un texte tel que celui-là. Mais sinon, de manière générale, on a très très peu de commentaires. Et là, c'était autre chose qui avait été souligné par Emilien Ruiz, par exemple, à la journée dont je parlais, où il était venu faire une présentation, c'est qu'il y avait euh, lui-même remarqué la même chose sur son blog et que globalement, en fait, il y a un discours ou un commentaire qui se fait hors le blog, en fait. C'est la volonté, enfin, c'est un peu, enfin, comment dirais-je, il y a un renversement de la volonté de Pierre Mounier et Marin Macos de dire il y a ce paradigme conversationnel que depuis le 17e, il y a cette évaluation par les pairs, etc., le commentaire. Et en réalité, les commentaires en dessous des blogs, enfin, à titre personnel, il y en a. On n'en a pas du tout constaté, mais par contre sur Twitter, sur Facebook, etc., on peut, en faisant parfois des recherches, si quelqu'un avait publié un article, bah, se rendre compte qu'il l'avait mis sur Facebook ou sur Twitter. Par exemple, on a réalisé que Pierre Assouline avait publié deux fois des blogs, enfin des billets de parenthèse sur sa page Facebook où il y a je sais pas combien de milliers de gens qui le suivent. Et donc là, ça entraîne des commentaires, mais qui nous échappent complètement en fait. Euh, sur Booba, je crois qu'on les a tous laissés, enfin que je les ai tous laissés en ligne, parce que c'était c'était pas non plus hyper agressif, c'était plus foutez-nous la paix quoi. Mais c'était pas non plus. Celui-là, je sais plus si c'était sur Twitter ou sur le carnet, mais sur le carnet, je crois qu'il y en a un aussi sur un des articles de Booba. Moi, je les laisse tous passer, même si des fois il y en a qui ont vraiment un intérêt très limité. Il y en a pas énormément non plus. C'est plus effectivement sur les posts Facebook, mais pas ceux qu'on met forcément sur la page. C'est sur les posts Facebook qui sont partagés par d'autres pages et par d'autres comptes où il y a le plus de commentaires. Euh, il y a une seule fois où on a eu un vrai troll qui a commencé par agresser des articles qui suivaient pas le compte, qui est venu critiquer ce que je disais tout à l'heure. C'était attaque qu'on fait à la culture classique en osant faire des articles sur la pop, qui était extrêmement virulent. Donc au début, j'ai laissé, je lui ai répondu, puis j'ai bloqué parce qu'il devenait très agressif et injurieux.
J'ai signalé à Twitter, je crois qu'il a eu enfin, son compte a été suspendu à un moment. Quand il a été bloqué sur Twitter, il s'est rabattu sur le carnet où il a mis... Enfin non, si, il en a mis sur le carnet, je les ai pas publiés, et du coup on l'a retrouvé sur Facebook, et qui remettait les mêmes choses, avec des attaques personnelles cette fois-ci. Donc je l'ai bloqué sur Facebook, et après on n'a plus de nouvelles. Mais c'était toujours la même personne, c'est sûr, et c'est la seule fois où on a eu un souci avec ce genre de questions. Juste peut-être sur la dynamique, merci pour vos témoignages déjà, juste peut-être sur la dynamique d'écriture, parce que vous parliez, je ne sais plus qui a dit j'écris la nuit, voilà. Quand on est en thèse, est-ce que c'est compatible d'alimenter régulièrement et efficacement le blog tout en étant sur un parcours doctoral? C'est moi qui ai parlé d'écrire la nuit, je crois. Moi, j'ai le carnet Clinaille que j'avais ouvert en 2013, donc j'étais vraiment en pleine thèse. C'est pas un carnet sur lequel j'écrivais la nuit, par exemple. C'est beaucoup plus universitaire ce que je mettais dessus. C'était lié à mes recherches. Je tombais sur quelque chose, je faisais une notice, j'apprenais à me servir d'un outil, je faisais une petite explication. Voilà. Et pour Antique-Hip-Hop, des fois, il y a quelque chose qui arrive tard le soir. Et du coup, j'ai envie d'écrire tout de suite et de sortir. C'est pour ça que je me retrouve à travailler la nuit. Mais il y a aussi que je travaille bien mieux tard le soir. Et du coup, pour moi, c'est compatible, oui. Après, je vis avec un prof de prépa, donc on est tous les deux tout le temps en train de travailler, en fait. Et du coup, c'est pas vraiment un problème. Mais je pense que c'est pas un rythme qui conviendrait effectivement à tout le monde, le rythme que j'ai pour la publication et tout ça. Mais pour moi, c'est compatible, parce que quand j'écris sur Antique-Hip-Hop, je me détends aussi de cette façon, ça fait écrire, ça lance dans l'écriture, etc. Et c'est ce qui était dit tout à l'heure. Après, du coup, quand il faut écrire sur d'autres choses, ça vient aussi plus facilement. C'est un entraînement aussi. Et puis, bon, comme j'aime faire ça, c'est pas un problème. Juste s'y ajouter un petit commentaire, c'est vrai que ça a véritablement été une dynamique durant les 3-4 années qu'on était en thèse, évidemment pas exactement les derniers mois où on a dû évidemment rédiger notre thèse, où là c'est quand même plus compliqué de mêler vraiment les deux, surtout que là en plus il y a des impératifs de candidater à pour d'autres contrats, etc. Donc il y a une multiplicité de rédactions à faire avec des cadres qui sont pas du tout les mêmes, mais c'est vrai que durant les 2-3 premières années, ça impliquait, il y avait un effet un petit peu exutoire, le fait de dire, voilà, on n'est pas constamment en train de travailler sur la législation 16e, 17e, et bon, on a beau aimer parfois très fort nos sujets de thèse, à un certain moment, voilà, on en a un petit peu marre. Donc regarder des séries, c'est très divertissant, puis ensuite en faire un petit blog, on se dit, voilà, ça n'a pas été complètement inutile non plus. Et du coup, oui, c'est un exutoire et aussi une certaine forme de procrastination. On se dit, on n'a pas spécialement envie de faire quelque chose qu'on devrait faire, et donc on va faire un petit billet de blog plutôt que de faire ce qu'on devrait peut-être faire. Donc il y avait une espèce finalement une sorte d'emprise parfois à certains moments, en tout cas en ce qui me concerne, peut-être que d'autres l'ont vécu aussi, de se dire que oui, c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir à d'autres choses. Et comme je le disais, aussi le fait que parfois les articles sont valorisés, qu'on voit qu'ils sont mis sur la page d'accueil, voire sur l'hyposlide. Du coup, là, c'est aussi un encouragement à continuer. On se dit, ah, voilà, celui-là, on l'a bien fait, ça s'est produit 1 fois, 2 fois, 3 fois. On voit que après un certain moment, je pense que pratiquement tous les billets sur parenthèse étaient sur la page d'accueil, une fois qu'ils avaient paru. Donc oui, il y avait un petit peu la valorisation entraîne la rédaction et vice-versa, quoi. Moi, j'aurais une question pour Nicolas et Fabien, aussi en me projetant un peu dans vos propres carnets qui font écho à ma pratique de blogging. Je me demandais, vous avez tous les deux évoqué, Fabien et Nicolas, la question de l'isolement, le fait d'aller aussi vers des sujets qui vous changent de votre expertise scientifique au sens strict. Je me demandais si vous aviez des expériences ou des projets ou des envies de collaboration avec d'autres producteurs de contenu au-delà de Twitter ou Facebook. Et j'entends par là des producteurs de contenu ou d'écrits au-delà du monde académique, même si d'autres carnets ce serait une possibilité, mais voilà, des sites qui
produisent des choses sur la pop culture ou des institutions, ou etc. Est-ce que c'est des choses qui se sont présentées? Est-ce que c'est des choses que vous avez imaginées? Euh, alors là, a priori, en fait, non, comme ça, à brûle pour point, je ne peux pas dire que j'y ai pensé. Et je pense aussi que là, il y a peut-être aussi une structuration qui est un petit peu différente en Belgique par rapport à la France, où mine de rien, bon, je pense qu'en termes de nombre de carnets belges, par exemple, il n'y en a déjà pas des masses sur hypothèse, sans doute un petit peu plus qu'en 2014. Et dès lors, il n'y a pas non plus une grosse communauté de chercheurs ou de gens intéressés par la vie scientifique sur des réseaux sociaux de manière générale en Belgique. Et comme la Belgique, bah, c'est un petit peu, il y a le nord néerlandophone, le sud francophone, mais ça ne fait jamais que 4 millions de personnes. Et il y a un peu, enfin, excusez l'expression, un petit peu une hégémonie culturelle française de par le fait qu'on est un espace politique et culturel relativement petit, et il y a une porosité euh, dans les pratiques. Et donc là, il n'y a pas vraiment de développement de production culturelle ou autre qui puisse exister, de dire voilà, là d'office c'est un intervenant qu'on va essayer de contacter pour créer quelque chose. À l'heure actuelle, par exemple, il y a un site qui est en partie financé par le Fonds national de la recherche scientifique, l'équivalent du CNRS en Belgique, qui traite de l'activité du monde scientifique. C'est un site internet, voilà. Mais il y en a, moi, à ma connaissance, il y en a un seul qui existe. Donc, en termes d'opportunités, en termes d'ouverture, le blogging scientifique, c'était un peu terra incognita en 2014 pour le monde francophone belge, je pense, au niveau académique. Il y avait Paul Bertrand, mais bon, qui est avec Médiévisme aussi, qui était assez connu, mais qui travaillait en France et puis qui est revenu en Belgique. Donc là, il n'y a pas, je crois, au niveau extérieur, aux réseaux sociaux ou quoi, la possibilité en Belgique, ou alors là, je suis vraiment très très mal informé. Peut-être pour préciser, ma question est aussi sur l'extra-académique. Pour le coup, vraiment cette idée que, en fait, en publiant sur un blog, on fait aussi partie d'espaces publics médiatiques plus larges, et où du coup peut-être que des rencontres peuvent se faire. En tout cas, ça a été mon expérience dans un certain nombre de cas, et voilà. À titre personnel, là, je suis juste intervenu alors des fois à une émission de radio sur la radio francophone, enfin l'équivalent radio national, on va dire. Mais là, c'était une volonté personnelle. On envoie un mail en disant voilà, est-ce que ça vous intéresse? Et comme ils sont à la recherche aussi de gens pour les émissions, vu que c'est tous les jours 1 heure, et ça n'a pas l'ampleur de la Fabrique de l'Histoire, par exemple. Donc là, il y a un intérêt, mais ce n'est pas lié avec la pratique du blogging, par exemple. Euh, Moi, c'est un peu la façon dont j'ai conçu Antiquipop en soi, puisque comme j'ai dit, on fait des conférences à côté, on sort volontairement aussi du carnet et du milieu académique, puisque en fait, toutes les conférences qu'on a fait, etc., on les a fait dans des bars, dans des librairies. En fait, il n'y a que quand il y a le prof du Collège de France qui est venu qu'on l'a fait à la fac. Sinon, on a tout fait dans des endroits un peu différents. Et cette année, bon, on est revenu à quelque chose de peut-être un peu plus académique. On est à la bibliothèque municipale, où on n'a pas du tout un public académique, et au musée du moulage qui va rouvrir. Mais donc, on essaye de sortir au maximum du cadre académique. Je ne sais pas si c'était ça la question. Et ensuite, au niveau des collaborations hors du carnet et tout ça, là, j'ai collaboré avec le site Actuel Moyen Âge, et donc on a des approches qui peuvent se rapprocher. Du coup, c'était intéressant de passer de l'un à l'autre. Et on veut développer ça pour faire des choses un peu plus larges. Là, j'ai juste fait un article pour leur site en réalité, mais on va essayer de faire une passerelle beaucoup plus large bientôt. Et je ne sais pas si c'est dans la question, mais ça m'y fait penser. Avec Antiquipop, j'ai aussi trouvé une personne, Élise Pampanet, donc avec qui j'ai organisé le colloque, édité les actes, qui publie pas mal sur le carnet. Et enfin, on fait beaucoup de choses ensemble. En fait, on s'est trouvé comme co-auteur aussi. Et bah, maintenant, il y a des articles, on pense tout de suite à les écrire à deux, etc. Donc la collaboration est aussi sortie du carnet pour aller beaucoup plus loin. Et on écrit aussi bien, ce qui est très intéressant, sur la réception de l'Antiquité, que on travaille tous les deux sur des stèles funéraires, pas du tout du même point de vue, ni de la même région. Ça se retrouve aussi. Voilà, je sais pas si... Merci.